Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Hendrik78, technicien en micro-réseau. Je propose des tutos dans le domaine de l'informatique, à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet des bases sur l'utilisation d'un ordinateur pour les débutants. Donc, bien sûr, ce sera accompagné de 7 thèmes sur 7 vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir, et pour les nouveaux de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Bien sûr, comme je vous dis, on va faire la présentation sur étape par étape. La première, c'est la présentation. Qu'est-ce que c'est le domaine de l'informatique? Donc avec un peu d'histoire. Nous partirons sur une deuxième étape, sur une deuxième vidéo, sur les composants de base, internes et externes, les périphériques internes et externes. Sur le BIOS, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert. Sur le démarrage de l'ordinateur. Démarrage est un ordinateur, bien sûr. Sur l'utilisation de Windows 10, Windows 11, ce sera juste un survol, on ne va pas entrer trop dans les détails. Et bien sûr, ces applications, sur quelques applications. Pour conclure sur l'ensemble de cette petite vidéo de formation. Donc, présentation, donc un peu d'histoire. Je vous propose, si vous voulez en savoir plus, ce serait de vous rendre sur mon site, dans la rubrique évolution informatique et ou dans la rubrique histoire. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Là, vous voyez, au tout début de l'informatique, c'était vraiment dans une pièce, comme on peut voir ici sur cette photo-là. Vous voyez, c'est dans une seule pièce. Là, on voyait au fond ce qu'on voit là, c'était les ordinateurs, comme celui qui est là. Ici, c'était la mémoire, l'ancêtre du disque dur et des clés USB. Et au centre, on avait, on avait des monitorings pour... ouais, là, c'est les bandes qui étaient l'ancêtre du disque dur. Hop. Et là, on voit bien qu'il change une bande. Et là, la personne qui est en train de taper, il tapait le clavier des programmations. Il n'y avait pas de souris précisément, mais c'était des touches on-off mettées en place pour que l'ordinateur derrière puisse faire ses calculs. Donc, c'est né à l'apparition donc de la première à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'informatique ayant tout d'abord une mission de pallier les insuffisances humaines en matière de calcul. Enfin, ça permettait de permettre des calculs plus rapidement. On peut être un génie, on peut se tromper dans les calculs. Là, l'ordinateur permettait justement de pouvoir nous aider dans ce domaine-là. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il fait. Maintenant, on a des ordinateurs qui sont très petits. Très petits. La preuve, on le voit sur les smartphones. Les smartphones, c'est un ordinateur à part entière. Le smartphone, que ce soit iPhone, Android ou autre, c'est quand même des ordinateurs. Il doit être d'abord capable de manipuler n'importe quelle masse de données dans un minimum de temps, faisant office de calcul électronique performant. Grâce au progrès fulgurant en électronique et en automatisation, les machines se développèrent rapidement. Donc depuis 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Bien sûr, parallèlement à cette avancée technologique, apparaît dans les années 50 une approche formelle de l'informatique en tant que science. Le mathématicien américain Nobel Wired établit ainsi les fondements de la cybernétique, pendant qu'un autre mathématicien américain, Claude Howard Schroeder, désolé pour la prononciation, élaborait la théorie de l'information. Et tout ça, vous pouvez retrouver ces informations-là sur mon site web. Vous voyez dessus, dans mon site web. Là, vous avez toutes les explications que je vous disais, le premier ordinateur, etc. Là, vous avez sur l'évolution de l'informatique, vous pouvez voir l'évolution des systèmes d'exploitation jusqu'à maintenant, l'histoire dans le temps, les âmes de l'informatique, donc les deux noms que j'ai des personnes que j'ai dit, et l'arrivée d'Internet, à quel moment est arrivé. Ça peut être intéressant de pouvoir savoir, de pouvoir décrire. Donc parallèlement, donc ça, on continue dans notre histoire.
L'informatique s'orienta rapidement dans une autre directive, lorsqu'on comprit que son domaine d'application pouvait s'étendre. On le voit bien. Ce n'était pas que des formules de calcul. Il pouvait y avoir donc là la programmation, aider, on a vu maintenant sur Internet, créer des langages de programmation. Là, le premier langage pour moi, c'est COBOL. Maintenant, on a un langage de programmation PHP, HTML, CSS, Python, etc., etc. Visual Basic, etc. Donc, donc, alors, confronté à une situation délicate, malgré les progrès spectaculaires des technologies. Pour vous dire, la loi d'Ohm disait comme quoi que, c'est bien dans mes souvenirs, disait comme quoi que l'évolution informatique évolue à peu près en moyenne tous les 18 mois. Tous les 18 mois, il y a une nouvelle technologie plus puissante que l'ancienne, etc. L'évolution au niveau de l'informatique, au niveau des processeurs surtout. Donc, vous voyez, ça évolue. Pour ça, ça évolue très très vite. Et on le voit bien, même à l'heure actuelle. Comme vous pouvez voir, des années 70, le micro-ordinateur se changea donc pour lier les logiciels dans les opérations élémentaires, en augmentant ainsi considérablement les performances de l'ordinateur. Et on le voit bien, si je vous fais un petit aparté là-dessus, l'évolution du système d'exploitation, vous allez voir que ça va monter très vite. Hop, j'attends que ça se mette en place. Oui, MS-DOS est sorti au début des années 80 et 90. Et on voit bien l'évolution quand on regarde Windows 95. Windows 1985, c'était la première version. 97, ça c'était la version de Windows. Et en 81, ND3. Et on a Windows 95 en 1995, ouais, 94, 95, ça évolue très vite au niveau des systèmes d'exploitation. Si on regarde l'évolution dans le temps vis-à-vis de l'informatique elle-même, on va attendre un petit instant. Et en 3000, commencer, et on voit bien quelle évolution, si on continue à descendre, là ça vous expliquerait, je vous laisserai regarder. Vous verrez que les processeurs, les premiers processeurs c'est en 71, 72, c'est pas aussi vieux qu'on pense. Ça fait quand même un petit moment, mais voilà. Et on voit l'évolution. Et comme père, moi j'ai bien connu le Commodore 64. Donc vous voyez, les disques durs compacts, et on voit bien les capacités des disques, c'était que 680. C'est même pas la valeur d'une clé USB, même la plus petite. On voit bien que l'évolution a été très vite. Et en 85, les disques durs étaient de 20 mégas. En 86, 30. Et on évolue, on évolue, et on évolue. Vous voyez, l'évolution se faisait assez rapidement. Et bien sûr, actuellement, donc dans l'axe, c'est recherché sur les miniaturisations. Donc, je vous disais, des performances toujours plus élevées. De leur côté, les informaticiens, théoriciens travaillent à une reproduction du mécanisme. On voit bien avec l'évolution quantique, les multiverses, les machines qui peuvent être plus intelligentes, comme l'IA, etc. Là, c'est une petite histoire sur l'informatique, un petit survol. Nous allons commencer à parler vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est les composantes de base? Donc, dans un premier temps, nous allons donc découvrir les composantes de base d'un ordinateur, tels que le clavier, la souris, l'écran et l'unité centrale. Je vais vous montrer comment les brancher correctement, et vous donner des astuces pour faciliter les utilisations. Donc vous avez sur une carte mère, on en trouve plusieurs emplacements. Voilà ce que ça représente une carte mère. Je vais vous faire voir. Oui, c'est ça, la carte mère. On voit l'évolution. En une au hasard. C'est pas l'évolution des cartes mères. Chaque élément. Et chaque carte mère est bien sûr différente. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur la carte mère? Les composants principaux la carte mère, c'est simple, c'est le chef d'orchestre de votre ordinateur. C'est la structure de votre corps. Si on compare avec votre corps physique, c'est la structure de votre corps. Les os, la peau, etc. D'accord? On trouve dans la carte mère donc des emplacements, les sockets au processeur. Et voilà, là où on mettra le processeur. Hein.
Nous trouvons les emplacements, bien sûr, de la mémoire vive. Alors, plus souvent, c'est par paire. 2. Vous mettez, c'est là qu'on mettrait les cartes de mémoire vive. La mémoire vive, c'est une mémoire volatile qui permet justement de c'est comme si vous prenez une sorte de petit post-it, vous mettez une information, dès que vous avez l'information, vous l'avez soldée, que vous avez fait le nécessaire, vous mettez à la poubelle. C'est ça, mémoire. En mémoire volatile. C'est dès que vous allez redémarrer le PC, ce qui est dedans disparaît. Par exemple, entre autres. Vous avez des emplacements pour Martin. Les cartes SD, ça c'est la nouvelle version, les cartes mères les plus récentes. Les cartes SD vous permettent par exemple de remplacer un disque dur. C'est une mémoire flash, on appelle ça. Mais là, elle tient un peu plus longtemps que simplement la mémoire vive. Là, c'est une unité de stockage qu'on appelle ça. Plus souvent, comme vous pouvez voir, vous en avez 3 emplacements sur certaines mères. Quelquefois, vous en avez 2, quelquefois, vous en avez une. Ce sont la version, le modèle de carte mère que vous aurez choisi. Hein. Vous avez à peu près les mêmes choses sur un ordinateur portable. Hein. Ne vous inquiétez pas. À peu de choses près que vous n'avez pas ça. D'accord? Essayez de vous trouver avoir une photo, une carte mère. Oui, c'est assez classique. Carte mère du. Hop. Vous voyez? Ou bien ici, il emplace certains emplacements avec le processeur qui est intégré. Les mémoires flash, etc. Avec les branchements qu'on voit ici. Là, ici, c'est les ports SATA. Les ports SATA, c'est là qu'on branchera des câbles pour relier sur les ordinateurs. Pas sur les ordinateurs, sur les disques durs. Que ce soit disques durs SSD, autre que les cartes SSD, hein, ou des disques durs, ou d'autres disques durs, ou vers les lecteurs de CD, DVD, etc. Vous pouvez en avoir qu'on peut avoir 4, qu'on peut en avoir 8, plus, selon la version, bien sûr, de votre carte mère. Vous avez autrement ici la prise d'alimentation. Hein, ça, c'est surtout pour les ordinateurs fixes. Hein. L'alimentation, là qui sera branchée avec l'alimentation qui sera branchée dessus, pour l'alimenter, la carte mère. Vous avez les ports PCI Express. Vous pouvez voir pour voir le nombre 1 ou 2. Vous avez le PCI Express 16 bits, et PCI Express 1 bit. Et vous avez une autre 16 et 1 bit, et vous avez un autre aussi, je me rappelle, les pertes de mémoire. Les piles du BIOS, parce que le BIOS, même si on pense que la carte mère doit être en dessous de ça, qui vous permet justement, c'est, je vous expliquerai ce que c'est sur d'autres vidéos plus tard, qu'est-ce que c'est le BIOS. Mais là, la pile, c'est là, ça permettra, par exemple, si votre PC n'est pas alimenté, et cette pile-là, c'est comme pour une pile de montre, c'est la même chose, ça permettra de garder en mémoire l'heure, la date et la configuration de base de la carte mère. Suite à ça, donc, on va passer à la surface des autres éléments, des autres composants. Donc, la carte mère, c'est une carte mère qu'on trouve sur plusieurs emplacements, hein, ici. Donc, ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Vous avez automatiquement des ports USB 2. D'accord. Vous avez aussi des emplacements pour les USB 3, 3.1, 3.2. Quelquefois, sur certaines cartes mères, vous avez le droit aussi à l'USB-C. Dedans. Une ou deux. Ça, c'est l'ancêtre des ports USB. Donc, on appelle ça, c'est les prises DIMM, mini DIMM. Ils servaient à brancher le clavier et la souris. Quelquefois, les premiers PC, c'était ça. C'était des prises DIMM, des grosses prises DIMM. Il y en avait une, voire deux, pour brancher le clavier et la souris en filaire. Là, il y a certaines cartes mères qui ont encore cette prise-là. Ça peut toujours être utile, mais c'est vraiment en phase de disparition en totalité. Sur les ordinateurs portables, vous ne verrez pas. Vous ne verrez que les ports USB. Vous avez les branchements pour relier à un écran, même si la carte mère a la fonction graphique, carte graphique intégrée, vous pouvez brancher, là c'est simple parce que vous avez une carte mère avec la carte graphique intégrée, hein. Sinon vous avez aussi l'emplacement
que je vous ai fait voir précédemment sur les emplacements PC Express, vous pouvez rajouter une carte graphique complémentaire. D'accord? Qui vous permet c'est elle qui fait la liaison entre votre ordinateur et l'écran. Et là, c'est les prises de branchement. Là, c'est le branchement DVI, qu'on vous verrez. Vous voyez là. Vous avez le branchement HDMI, bien sûr, et display. Le HDMI, c'est celui du bas, et le display, il est là-haut. Vous voyez, le HDMI, il a deux encoches sur le côté. Deux encoches, c'est pas, on ne peut pas appeler ça des encoches, mais les côtés sont biaisés de chaque côté. Que le display, il n'y a qu'un seul côté. Bien sûr, le DVI, vous avez plusieurs versions qui étaient, mais c'est la plus récente qui est à l'heure actuelle sur le marché. D'accord? Le HDMI vous permet d'amener le son en plus. Vous avez le port RJ45, là où vous pourrez brancher justement votre carte réseau, votre câble réseau plutôt. C'est là que vous le reliez directement à votre box pour pouvoir avoir Internet. Vous avez aussi ces différentes prises DIMM qui, elles, vous permettra de brancher le micro, le haut-parleur, voire quelquefois un peu plus, parce que si vous avez une carte mère avec la version 5.1, vous pouvez en avoir 6 branchements qui permettent d'avoir la mono ou la stéréo, voire brancher les caissons de basse et des haut-parleurs standards. Il peut y avoir d'autres types de prises aussi. Vous peut avoir des prises pour le SATA externe. Le eSATA qu'on appelle ça, pour pouvoir brancher des disques externes en SATA. Pour ça, comme je vous dis, ce sont les cartes mères. Chaque carte mère, vous avez plus ou moins beaucoup de branchements. Vous retrouvez aussi sur les ordinateurs portables. Bien sûr qu'on a pu voir sur les emplacements, vous aviez le processeur. Le processeur, c'est le chef d'orchestre qui est branché sur l'emplacement qu'on a vu tout à l'heure. Ce processeur-là vous permet justement, c'est comme votre cerveau. Il est là pour calculer, analyser les informations. Vous avez les mémoires vives, vous avez différentes mémoires vives. Cette mémoire vive, ces barrettes de mémoire vive, c'est ce que vous trouvez dans les ordinateurs portables. La mémoire vive, comme je dis, c'est volatile. Donc là, et vous avez plusieurs versions qui étaient existantes jusqu'à maintenant. Même avant la SDRAM, la DDRAM, SDRAM, et d'autres versions qui sont plus courtes. Là, à l'heure actuelle, c'est la DDR4, voire la DDR5 et 6. À l'heure actuelle, là, c'est plusieurs versions de DDR. Vous pouvez voir les encoches ne sont pas placées au même endroit. Vous n'avez pas la même quantité de circuits intégrés et imprimés. Bien sûr, chaque barrette de mémoire avait une capacité. Dans un premier temps, donc, maintenant, nous allons découvrir comment poser les composants de base, donc tels que le clavier, la souris et l'utilisation du central. Donc, on va voir les périphériques internes. Les périphériques internes, toujours on continue. Donc, on a vu le processeur, les barrettes de mémoire. Nous avions les cartes SD. Voilà ce que je disais, les cartes SD, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur l'emplacement. Les cartes SD, vous voyez, c'était cet emplacement-là, si vous vous rappelez. Là, là et là. Les emplacements des cartes SD. Okay. Les cartes graphiques, je vous disais qu'on peut rajouter sur les emplacements. Je vous fais voir tout à l'heure ici, ces emplacements-là. C'est plutôt là qu'on met le plus proche du processeur. Rarement mettre, voire jamais ici. Parce que c'est là que le débit est le plus fort. Et que comme il est à côté du processeur, les informations circulent plus vite, malgré que ça passe pas la mémoire vive pour le processeur. Vous voyez, quand vous tapez une lettre sur le clavier, ça va dans la mémoire vive, l'information, il l'envoie au processeur, le processeur calcule, remet dans la mémoire vive, et dès que le traitement est fait, il l'envoie à la carte vive pour que ça soit affiché. Le cycle de circulation des informations. D'accord? Ça, je vous dis que la mémoire vive, elle est juste là, volatile. Nous avons les périphériques externes aussi. Donc les périphériques externes. Dans les périphériques externes, j'ai les disques durs externes. Donc les HDD, on appelle ça. Et ça va disparaître au fur et à mesure parce que j'en lis certains magazines comme quoi que cela va disparaître au détriment et remplacé par ça, les CD SATA.
des branchements SATA, comme on a pu voir les branchements qu'on avait, voire les cartes mémoire SATA que je vous fais voir tout à l'heure. Vous avez les lecteurs DVD Blu-ray, et pareil, eux, sont en voie de disparition. Vous avez encore, mais si par exemple vous voulez avoir un graveur, ou si vous en trouvez un, même dans le commerce en occasion, pas le brancher. Ah, il y avait l'ancêtre de l'IDE, maintenant c'est le SATA. Les branchements. Vous voulez que je donne plus de détails sur ça, sur qu'est-ce que c'est un IDE, quel SATA et son évolution, comment ça basculer, dites-le moi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous remercie. Bien sûr, la partie 2, donc moi on va travailler sur la partie 2, donc la graphique externe. Donc tout cela est mis en place dans une tour. Ça peut être de cette position-là, ça peut être les boîtiers horizontaux, on appelle ça des desktops, comme ça peut être vers l'extérieur. Vous voyez, si je recherche, on va rechercher, vous voyez, vous avez mini PC, comme je veux, les desktops, donc vous pouvez avoir des, là c'est un ordinateur complet, on voit les composants, on voit le processeur, tous les composants, le boîtier, le boîtier. Voilà, vous avez des tours, vous avez des façons comment ça peut être, c'est gamer, des mini boîtiers de plusieurs tailles. Et tout ça, tout ce que je veux, les éléments internes sont entrés à l'intérieur. Bien sûr, vous avez aussi l'alimentation avec les ventilateurs qui permet de refroidir l'ensemble. D'accord? Donc dans les PFK, qu'est-ce qu'on trouve? Les écrans, c'est les vieux ancêtres. Là, je pense que ça va faire rappeler des souvenirs aux anciens. Les ancêtres CTR, c'était des gros écrans lourds qui prenaient beaucoup de place. On avait mis ça pour les écrans télé qui étaient la même taille. Alors, qui étaient la même taille, je reviens dessus. Ah. Ces écrans utilisaient un flux d'électrons intense pour former des images sur un écran plus récent. Ce type d'écran n'est presque plus utilisé car encombrant, lourd et coûteux à réparer. D'accord? Vous avez les écrans LCD qui est pareil, qui sont en train de se faire remplacer. C'est vrai, ça ressemble à tous les écrans qu'on voit à l'heure actuelle. Mais les écrans LCD ou liquide cristal display est un écran d'ordinateur fonctionnant par rétroéclairage. On parle d'éclairage passif pour ce type d'appareil. Il ne produit pas de lumière directe. Les écrans LCD polarisent la lumière à travers leurs cristaux liquides. Ce type d'écran peut être réparé facilement, équipé de la même technologie que nos téléphones et appareils photo numériques. Les écrans à technologie LCD sont peu coûteux, mais ont une durée de vie plus courte que les écrans LED. Ils présentent également des dimensions plus réduites. Ils offrent en outre un temps de réponse relativement lent comparé aux nouvelles technologies actuelles. Nous avons les écrans plasma. Ce type d'écran est peu répandu car il fonctionne grâce au gaz noble qui contient et au courant électrique. Les gaz est en effet transformé en plasma lorsqu'il est parcouru par le courant énergétique. Ce type d'écran est disponible en de nombreuses tailles, offre une belle qualité d'image et des superbes contrastes. Il est néanmoins lourd, sensible à la persistance d'image et consomme beaucoup d'énergie. Il chauffe énormément lorsqu'il est laissé allumé pendant de longs moments. Il est plus utilisé pour les écrans de télévision que d'ordinateur. D'accord? Donc les écrans LCD qu'on parlait tout à l'heure, l'écran LCD est un écran largement répandu sur le marché. Il fonctionne grâce à des diodes électroluminescence. Les écrans LCD offrent une qualité visuelle hors du commun. Il offre de belles images avec une saturation élevée et de beaux contrastes. Ces écrans sont très durables et consomment peu d'énergie. Ils déclinent en de nombreuses tailles et formes. L'écran LCD ne chauffe pas beaucoup pendant l'utilisation et est peu énergivore. Ils sont en plus pour la planète, c'est très bien. Ils sont cependant plus chers que tous les modèles cités précédemment. Après, nous avons maintenant la nouvelle génération, les écrans OLED ou QLED. Les écrans, donc c'est des écrans haut de gamme à LED, offrent une qualité d'image comparable et un angle de vision large.
Ils sont largement conseillés pour les utilisations régulières de PC. Les grands gamers et les professionnels de graphisme, monteurs vidéo, web designers, etc., travaillent dans la création sur ce PC. Ils disposent en effet d'une technologie d'affichage fine, plus brillante et redoutablement efficace. Notez que ces écrans de PC OLED et QLED représentent un contraste supérieur à tous les autres écrans et un temps de rafraîchissement nettement plus élevé. Vous connaissez maintenant les principaux types d'écran pour ordinateur de bureau et d'ordinateur portable. Parce que vous avez les mêmes caractéristiques. D'accord? Après, ça varie selon les tailles. Leurs caractéristiques, leurs avantages, leur fonctionnement et les meilleurs usages à en faire. Veuillez bien observer la forme des écrans de moniteur incurvés ou plats. Parce que aussi, vous avez des écrans incurvés. Ou plats. Ainsi que les résolutions de vos écrans pour obtenir un bon appareil. Les écrans haute résolution, donc le HD ou le Full HD ou l'Ultra HD ou la 4K, sont des écrans d'ordinateur les plus performants et répandus. Il convient aussi bien aux gamers qu'aux professionnels ou aux personnes souhaitant un ordinateur pour une utilisation ponctuelle. Pensez également à choisir une taille d'écran correspondant à la résolution de votre ordinateur pour en profiter pleinement. Et si vous voulez que je vous donne des explications, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai plaisir de faire une vidéo. Et bien sûr, vous retrouvez quelques informations justement sur les tailles d'écran sur mon site web. Il est maintenant temps de faire votre choix. Pourquoi pas un grand écran incurvé HD pour obtenir un angle de vision idéal et une qualité d'affichage parfait. Donc, à vous de choisir. Je vous laisse découvrir ces types d'écran pour vous en donner un aperçu. D'accord? Nous continuons dans les périphériques externes. Vous voyez, vous allez voir, c'est les tarifs. Je vous laisserai découvrir en allant sur les sites de recherche, que ce soit Amazon ou autre, vous verrez les tarifs d'un écran à l'autre, c'est pas donné. Vous avez des claviers et souris, avec ou sans fil. Hein. Pour le clavier et la souris, là je l'ai mis filaire, mais c'est pas de sans fil. Hein. Vous avez les imprimantes ou les imprimantes multifonctions qui font scanner et impression, qui peuvent fonctionner même en mode autonome, être branchés sur un PC. D'accord? Voilà, nous arrivons à notre terme de cette vidéo, hein, de cette première. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo comme convenu. Je vous propose d'autres vidéos, bien sûr, sur des thèmes variés qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez rendre visite à mon site. Si cela vous intéresse, je vous parle sur les mêmes sujets et sur d'autres sujets. Dites-le moi aussi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me faire plaisir. Et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et comme vous merci. Et merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. Et la prochaine partie dans 15 jours. Merci. Au revoir.